J'accueille donc les docteurs Zouher Lana et le docteur Pascal André. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On suit beaucoup ici aux médias vos missions, les missions de Palmed. On a eu l'occasion de recevoir le professeur Raphaël Pitti. On a eu l'occasion aussi de capter votre témoignage assez vibrant à l'aéroport de Roissy. Et là, aujourd'hui, on vous a avec nous. On est très contents. Vous revenez donc tous les deux de mission à l'hôpital européen de Gaza. J'ai envie de vous demander à quoi ressemble aujourd'hui un hôpital à Gaza, messieurs. Je vous remercie beaucoup de nous inviter. L'hôpital de Gaza, spécialement celui-là, il ressemble plutôt à un village où il y a 20 à 25 000 personnes qui sont venues se réfugier à l'hôpital, pensant toujours qu'un hôpital ne sera pas attaqué, qu'il serait en sécurité. Qu'à l'hôpital, il y a de l'électricité, parce que dans la ville, c'est noir après le coucher du soleil. À l'hôpital, il y a un peu d'eau. À l'hôpital, on peut trouver toujours des choses à manger. À l'hôpital, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir après avoir été opérés. Et tout autour de l'hôpital, les gens pensent qu'ils sont en sécurité parce que toujours, l'hôpital ne sera pas bombardé directement. Il y a toujours des sommations avant de bombarder les hôpitaux, comme ça s'est passé à Al-Shifa et à Nasser. Et toujours, ça se fait de façon plutôt... Ça peut se faire, parce que ça s'est fait, mais ça se fait de façon graduelle. C'est pour ça que l'hôpital européen ressemble comme ça à un village où il y a de tout. Il y a 5 blocs opératoires qui fonctionnent, et les urgences, c'est le seul qui fonctionne encore bien, parce que les autres ne fonctionnent plus. Ceux du Nord, ceux de Rafah sont petits. Et c'est le seul où il y a tous les bombardements qui sont autour de Rafah et Khan Younes arrivent à venir encore. Donc c'est un balai incessant d'ambulances avec beaucoup de blessés, beaucoup de gens dans les urgences. Quand les urgences sont pleines, ils sont par terre. Beaucoup de gens qui arrivent morts à l'article de la mort juste pour se faire enregistrer, parce que c'est les chiffres là, c'est des chiffres d'enregistrement, parce que beaucoup ne sont pas enregistrés, mais ceux qui sont enregistrés passent par les hôpitaux, par ce qui en reste de l'autorité sur place, parce qu'il n'y a plus d'autorité vraiment, hein, c'est en roue libre. Voilà, donc nous, on a été accueillis avec une vingtaine de médecins. Vous étiez en sécurité là-bas? Vous prenez des risques? Dans l'hôpital, on est en sécurité, on se sent en sécurité. À l'extérieur, non. Mais une fois à l'hôpital, on sent que ça va. Mais en fait, je disais ça à mes collègues. En fait, moi, je suis un humanitaire depuis très longtemps, et je suis allé dans des pays de guerre comme le Yémen, l'Afghanistan ou la Syrie, ou encore au Congo, en Éthiopie. Et donc, je disais à mes collègues qui partaient pour la première fois, vous inquiétez pas, dès que vous êtes dedans, vous êtes comme tout le monde. Et après, on fait un transfert, parce qu'on est comme les autres médecins, comme les autres populations. Bien sûr, l'être humain a toujours peur de la mort, il l'appréhende. Il faut être courageux, mais pas téméraire. Il faut écouter les consignes. Mais une fois qu'on est dedans, ça va, ça se passe bien, et les gens sont... On est comme les autres, en fait, finalement. Eh ben, s'il doit y avoir quelque chose, il va nous arriver comme les autres. Et de quelles blessures souffrent les patients que vous avez soignés? Peut-être docteur Pascal André, pardon. Donc moi, j'étais comme infectiologue, déjà, donc j'en parlerai un peu après. J'étais aussi comme urgentiste. Clairement, les collègues chirurgiens anesthésistes avec lesquels on était ont fait part de blessures de guerre qu'ils n'avaient jamais vues. D'une violence absolument hallucinante. J'en ai été témoin aux urgences aussi. On ne va pas vous montrer les photos que vous avez déjà vues probablement un peu partout, qui sont des photos juste atroces. Que des enfants, des femmes et des jeunes, quelques personnes âgées, en tout cas que des civils, des gens non armés. Juste, on n'a pas vu un seul homme armé, on n'a pas vu un seul tunnel, on n'a pas entendu un seul discours de violence ou de haine durant tout notre séjour, et on est donc à plus de 90 médecins qui sont partis sur place depuis Noël. Donc c'est quand même quelque chose d'important et qui permet de remettre ça dans une narration très différente de celle qu'on entend en permanence. Donc beaucoup de blessés qui arrivent en permanence, un hôpital qui est complètement débordé, de petite taille qui est complètement débordé, qui tient parce que les soignants sont là,
Les soignants, c'est les soignants de l'hôpital, mais c'est aussi les soignants qui viennent de tous les autres hôpitaux, qui sont volontaires, non payés. Ils sont quasiment tous non payés. Certains ont reçu $500 sur 5 mois, alors que le kilo de sucre coûte $10, que c'est juste impossible de trouver de l'eau parfois, que c'est compliqué de se chauffer, c'est compliqué de se nourrir. Et donc, ces médecins disent Abdelillah, je ne sais plus le dire, excusez-moi. Louange à Dieu. Même si leur maison est explosée, même si... Alors, je ne comprends pas pourquoi. Et ils me disent, je suis resté vivant, j'ai encore 3 enfants sur mes 5 enfants. J'ai perdu ma femme, mais j'ai encore mes yeux, j'ai encore mes mains pour me mettre au service de ce peuple. Et donc, ce sont ces soignants-là qui sont là et qui se donnent corps et âme pour soigner ce peuple. Mais juste, ils nous disent tous, c'est bien de venir donner un coup de main pour soigner, mais rentrez chez vous, témoignez, parce que si on vit ça, c'est à cause de votre silence et de votre hypocrisie depuis 75 ans, parce que cette histoire n'a pas commencé le 7 octobre, clairement. Et donc, retournez chez vous, parlez aux politiques, parlez aux citoyens, prenez conscience et sortez de ce silence qui vous accable, de cette dichotomie complète affective, cette anesthésie affective dans laquelle vous semblez être un grand nombre d'entre vous, parce que la narration que vous entendez n'est pas celle que vous voyez là. Et nous en sommes tous témoins. Ce sont des humains comme nous. Ce sont des femmes, des mères, des enfants qui ont le même désir que nous, juste de vivre, d'être en liberté, d'être en sécurité, de la même manière que les familles israéliennes qui ont perdu des êtres chers le 7 octobre ou qui ont encore des otages, juste être en sécurité. Le désir est pareil des deux côtés. Donc, franchement, il faut travailler là-dessus et sortir de ces narrations complètement fermées. Ce silence, vous le brisez ici, vous témoignez, on est à l'écoute, on vous entend. Le docteur Zoher Lana, vous êtes gynécologue. Les femmes sont les premières, enfin, une grande proportion des victimes et des patients que vous recevez sont des femmes. On a pu lire dans la presse, ça a été quand même assez largement relayé, des femmes qui subissent parfois des opérations sans anesthésie. Vous avez opéré dans ces conditions. Quelles ont été les conditions de votre intervention, notamment auprès de ces femmes? En fait, je devais partir tous les jours à l'hôpital mère-enfant de Rafah, qui est 10 km de l'hôpital européen. C'est le seul, en fait, qui reste en fonction pour tout le sud. C'est le seul qui, il a dû quadrupler de ses capacités, vu qu'on est passé d'une population de 250 000 à 1,4 million, selon les estimations. Donc, au lieu de faire 15 à 20 accouchements par jour, c'est 80 accouchements par jour. Donc, les femmes doivent sortir au bout de 3 à 6 heures. Et les césariennes, on passe aussi de 20, de 3 à 4 à 20, avec les pics de 30. Les césariennes sortent au bout de 24 heures. Imaginez une femme qui a été césarisée et qui sort, pas pour aller chez elle, mais pour aller dans une école surpeuplée, où il y a à peu près 30 à 40 personnes dans une classe d'école, il y a 4-5 familles, ou bien dans une tente, qui est juste pas vraiment une vraie tente, parce qu'il fait très chaud la journée, avec des pics jusqu'à 25 degrés. On tente en 135 et le soir, il fait froid. On a eu malheureusement un cas de mort fœtale par hypothermie. Et moi, j'ai eu 2 corps de mort de femmes parce qu'il n'y a pas d'insuline, parce qu'ils ont fait une infection qui très vite s'est transformée en septicémie. La femme est décédée, laissant 3 enfants et un nouveau-né de 3 jours. Alors, il y avait un moment, en fait, il y avait plus d'anesthésie et les médecins, ils ont pu faire des césariennes sous anesthésie locale en mettant... Après, nous, quand on est arrivé avec quand même pas mal de produits de drogue, parce qu'on savait tout ça. Donc, on pouvait faire toutes les césariennes sous rachis-anesthésie. Malheureusement, la prise en charge de douleurs post-opératoires, que ce soit pour les césariennes, que ce soit pour même les amputés ou les brûlés, ou les gens qui sont polytraumatisés, ne se fait pas très très bien, parce qu'ils essaient d'économiser les drogues qu'ils ont. On avait même une petite bagarre un peu avec eux au début, parce qu'ils ne nous laissaient pas les morphines. Ils disaient non, ça on les laisse pour les cas graves. Prenez juste du paracétamol pour les cas intermédiaires. Donc les médecins habitués à travailler à la française ou à l'américaine ne comprenaient pas. Mais après, c'est vrai qu'on a compris qu'ils toujours ils ont peur de manquer. Ils ont peur qu'il n'y a pas d'arrivage. Ils ont peur que la frontière s'arrête net, parce que tout est volatile, tout est versatile. En fait, les gens vivent le jour, ne serait-ce que pour la nourriture. Et les médecins, bien sûr, ils sont dans un travail de gestion de leur force physique et de leur stock de médicaments pour gérer un peu le flux. Parce que quand il y a un bombardement, c'est 15 à 20 patients d'un coup qui arrivent.
c'est un débordement incroyable. Et on a été aussi choqués, tous mes collègues, parce que le plus dur pour un médecin, c'est de trier un peu les patients graves, les patients moins graves, lequel on va s'occuper, lesquels on va pas s'occuper. Donc ça donne un déchirement chez ces gens, et on l'entend, on le vit. Et c'est comme a dit Pascal, de l'autre côté, on l'aperçoit, même en Occident, c'est comme s'il ne s'agit pas d'êtres humains, on est dans un processus de déshumanisation. Et quand on a été hier à l'invitation de parlementaires européens, j'ai eu un ami anesthésiste au téléphone avant, par ma messagerie, et je lui ai dit, écoute, on va aller pour un peu montrer, parce que certainement les gens peuvent chercher les images et les trouver, mais il y en a qui peut-être ne voient pas, peut-être mettre le doigt sur ça, ça va éveiller quelques consciences, parce que quand même, l'Europe, c'est les droits de l'homme. Il m'a dit, mais tout ça, en fait, pour nous, ça s'est évaporé. Alors dites-leur qu'ils essaient de nous considérer comme des animaux, parce qu'ils aiment bien les animaux. Donc on descend à un étage très très bas, parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas, et au bout d'un moment, ils ont compris. Ils ont compris que ça sert à rien. Ben nous, malgré tout ça, on se dit, l'être humain, il y a du bien. Et il va y avoir un éveil de conscience, parce qu'on ne peut pas regarder un massacre en live comme ça. Parce que si les choses se font d'un coup, on va les regretter, mais là, ça ne se termine pas. Et les gens, Rafa, maintenant... On ne va pas dire qu'on ne savait pas. On ne pourra pas le dire, mais en plus, on est spectateur d'un massacre en live parce que les Palestiniens ont pu filmer. Je reviens toujours dans l'histoire. Les États-Unis ont dû arrêter la guerre du Vietnam à cause des journalistes qui l'ont filmé. Alors après, ils ont fait en sorte qu'il n'y a pas de journalistes ni en guerre du Golfe, en Irak, ni en Afghanistan. Ni en Israël. Israël empêche l'accès des journalistes à Gaza. On m'a posé la question. Moi, j'ai dit, mais les Israéliens, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ont juste une narration. Ils ont une narration par le gouvernement, des images qui sont censurées. Donc beaucoup de gens de bonne volonté ne savent pas. Ils sont restés juste sur l'agression première. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux quand même qui ont pris le relais. Celui qui cherche va trouver, mais celui qui cherche pas, il va oublier, il va croire ce qu'on lui dit, il va y diriger. C'est vrai que c'est pour ça que les jeunes sont plus à fleur de peau vis-à-vis de cette question, parce qu'il y a une recherche. Et ils sont envahis sans qu'ils se rendent compte, envahis entre guillemets, par des nouvelles, quand il y a des trends, quand il y a des choses comme ça. Donc ils voient et ça les éveille parce que c'est contraire à leur humanité. On ne peut pas dire aux gens, il faut une distorsion finalement de la personnalité. On lui dit, voilà, c'est le bien, il est là, le mal, il est là. On dit le bien, c'est défendre l'Ukraine, le mal, c'est défendre le Palestinien. Il ne comprend pas très bien. Si on est agressé, on est agressé de partout. En tout cas, l'ONU... a depuis des mois alerté sur des possibles cas de famine, mais même de famine généralisée aujourd'hui, puisque l'armée israélienne empêche l'acheminement de l'aide humanitaire auprès des Gazaouis. Donc, vous parliez tout à l'heure, docteur Pascal André, de blessures de guerre. Il y a aussi aujourd'hui des cas de malnutrition. Oui, vous avez une population déjà qui est terrorisée. Revenons quand même sur la terreur. On nous parle sans cesse de terreur, d'apologie à l'égard du terrorisme. Mais qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui? On vit une rencontre d'une population civile qui est terrorisée et qui vit depuis 5 mois dans la terreur, des déplacements répétés, 4-5 fois des déplacements parce que les hébergements ont été détruits, un recours à l'alimentation et à l'eau potable extrêmement difficile. Actuellement, il y a une épidémie d'hépatite A, donc à l'hôpital européen, et je peux vous dire que ça va très 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 vite parce qu'il y a un accès à l'eau qui est très limité, un accès aux toilettes qui est extrêmement limité. Il y a des épidémies de gale, des épidémies de... C'est extrêmement compliqué. Il y a énormément d'infections post-opératoires. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas accès à l'eau et au savon, qu'est-ce qui se passe? Les patients s'infectent. Donc, énormément de reprises, énormément de patients douloureux. Donc, c'est juste vraiment des conditions extrêmement compliquées et indignes. Donc, heureusement, il n'y a pas de médias, mais beaucoup de Palestiniens, de soignants, ont osé prendre la parole pour que leur parole soit entendue ici. Donc on est revenu avec pas mal de matériel, beaucoup d'audio, on a 3 heures d'enregistrement, on a quand même plusieurs vidéos. Bien entendu, pour raison de sécurité, vous verrez aucun visage de ceux qui parlent, ni aucun nom. Mais bien entendu, toutes ces personnes-là, lorsque ça va se terminer, si elles sont toujours vivantes, et on va tout faire pour, sont prêtes à témoigner. Et je pense qu'il est important que les politiques et les citoyens qui aujourd'hui ferment les yeux ou entendent qu'être complice aujourd'hui d'un massacre comme celui-là, qui n'a pas encore le nom officiel de génocide, mais que nous, soignants, nous pouvons qualifier avec les personnes qui le vivent de génocide, nous en sommes témoins,
vont être assimilés comme des coupables de non-assistance à personne en danger. Et il est vraiment temps d'agir là-dessus. Vous nous avez fait parvenir, docteur, des images d'un bombardement à côté de l'hôpital émirati à Rafah. L'armée israélienne avait promis que Rafah serait un lieu sûr. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Ces images m'ont énormément choqué parce que c'est le chemin que j'empruntais tous les jours. C'est devant cette rue que je passe. J'arrive le matin à 9h, je repars à 15h. Donc j'aurais pu être ciblé sans aucun problème parce que en fait on est des dégâts collatéraux comme on dit, mais on est en fait quand on cible quelqu'un, même s'il est recherché. Et je rejoins ce qui a été dit sur l'intelligence artificielle qui est multipliée par des centaines le nombre de cibles. Et en fait, l'être humain, on a enlevé son intelligence à lui pour la mettre en artificielle, qui est donc des banques de cibles, des banques, et on les exécute. Et après, c'est pas grave. C'est pas grave si ça a marché, pas marché. J'ai une collègue infirmière qui était trop souriante, très sympathique, qui habitait dans une tente avec 4 filles et son mari. Et je la vois plus. Je demande après elle, elle me dit, elle a perdu 3 filles sur 4. Je dis, comment ça se fait? Sur le bombardement qui a eu lieu hier. Ah bon? Mais parce qu'ils ont parti juste rendre visite à quelqu'un. Le bombardement a eu lieu, le bâtiment est tombé. 3 filles sur 4. Je ne l'ai plus revue parce que je pense qu'elle doit être dans un état incroyable. Imaginez un instant que ce sont vos enfants. Je pense qu'on devient fou. En fait, la plupart des gens ne sont pas bien psychologiquement. Ils ont un visage fermé, ils sont tristes, ils ne se reposent pas de leur sommeil. Le matin, hier, quelques médecins m'ont dit on est descendu à l'échelle bas de Maslow parce qu'on cherche de l'eau, du gaz, de la farine, des habits, parce qu'ils ont que ceux qui sont sur eux. Il n'y a pas d'habits, même si on a un peu d'argent pour acheter. C'est une aide qui aujourd'hui est larguée par voie aérienne. Non, mais c'est vrai. Comme les bombes. Ça, c'est vraiment une plaisanterie, ça. Imaginez juste un instant de remplacer les prénoms de Mohamed, Farid ou qui vous voulez par des prénoms comme celui de Marie-Jeanne, de Jacques, de Françoise, et d'être dans la même situation. C'est-à-dire que, par exemple, vous, en Cisjordanie, vous présentez vos examens de médecine après avoir travaillé pendant 2 ans, et un checkpoint vous dit « revenez l'année prochaine ». Imaginez que vous allez dans votre champ, que vous travaillez depuis 3 générations, 5 générations pour ramasser vos olives, et qu'Hector est là, et vous disent « non, c'est plus ton champ, c'est le mien aujourd'hui ». Imaginez que lorsque vous attendez d'aller aux toilettes, il faut attendre peut-être une demi-heure ou 1 heure, alors vous avez une diarrhée sur votre hépatite A et que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Voilà la réalité, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une humanité exactement la même. Ce ne sont pas des barbares, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des humains comme vous et moi. Donc revenons à cette narration-là, écoutons ce qu'ils disent et interrogeons-nous aussi sur qu'est-ce qui sous-tend ce silence aussi important aujourd'hui pour nous empêcher de regarder d'autres narrations. Où sont les comités d'éthique aujourd'hui au niveau français et européen? Où sont les comités de l'ordre des médecins qui n'ont rien dit malgré nos interpellations depuis maintenant 5 mois? Nous sommes vraiment sur des questions déontologiques fondamentales. Et on l'entend. On l'a entendu pendant la marche entre Paris et Bruxelles plusieurs fois. On l'entend là-bas. Mais qui êtes-vous, Européens ou Occidentaux, avec vos droits de l'homme? Regardez ce que vous faites. J'ai le souvenir de cette grand-mère à qui j'annonçais que ses 2 enfants étaient morts, là, 2 jeunes qui avaient été blastés lors d'un bombardement, et qui a levé les yeux au ciel en hurlant et avec une rage pas possible en disant « Mais pourquoi vous venez soigner nos enfants morts alors que c'est vous qui bombardez quelque part ?» C'est ce que j'ai compris dans toute sa rage. Et donc la question, elle est vraiment là. Pourquoi est-ce que nous ne nous ouvrons pas à d'autres narrations que celle-là? Pourquoi ne pas aller vers plus de vérité alors que nous savons aujourd'hui que la communication est une guerre et que les informations que l'on a sont extrêmement parcellaires, non vérifiées, remplies de fake news? Donc allons vers plus de vérité, ouvrons-nous à d'autres narrations et interrogeons le sens même du mot terrorisme. Quand on vit une terreur comme ça infligée à 5 mois, qui est terroriste aujourd'hui? Vous l'avez rappelé, vous avez été auditionné au Parlement européen mardi dernier. Vous allez être ce soir à 18h, je crois, entendu au Sénat. Vous n'avez pas le sentiment que les lignes commencent à bouger, que l'opinion commence à être un peu plus sensible au sort des Palestiniens? Qu'est-ce que vous allez dire aux sénateurs, docteur Zohar Lana? En fait, si vous voulez, c'est une ouverture. Parce qu'en fait, au début, il y avait tout de suite le porte-avions qui est arrivé, américain. Il y avait tous les chefs d'État.
il y avait un suivisme absolu, parce qu'on a pensé qu'il s'agissait d'un petit quelque chose. Mais là, en fait, pour détruire un groupe armé, on est en train de raser en fait, tout un territoire et de mettre en danger 2 millions de personnes, de casser leur avenir. C'est quelque chose qui est immense, qui ne s'est pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, moi, j'ai vécu la guerre de Syrie. C'est à peu près la même chose, mais à minima. J'ai vu la destruction à grande échelle qui ont poussé les gens à partir. Mais là, c'est peut-être le but aussi, c'est de pousser les gens à partir. Alors, il y en a qui commencent à réfléchir sur ça. Après, partir pour aller où? Et vers quel avenir? Et il y en a aussi partir pour l'énième fois. Donc, la question palestinienne est compliquée. Donc, au niveau des parlements, il y a des gens qui commencent à être sensibles à ces questionnements, mais vraiment peu de gens. Mais déjà, cette ouverture est intéressante. On trouve que c'est intéressant d'écouter des témoins qui essaient d'être, bien sûr, au plus près des victimes, mais les plus objectifs possibles, parce que on raconte des faits, on a des récits, et après, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Ben, ce soir, effectivement, on va y aller avec Palmed. Il y a quelques-uns de nos collègues qui vont prendre la parole pour un peu dire ce qu'on vient de vous dire, mais dans un temps très limité, parce qu'on ne nous donne même pas le temps d'expliquer. Combien de temps vous avez? C'est quoi la durée de votre audition? 20 minutes, 10 minutes de médecins, chacun 10 minutes, même 5 minutes. 5 minutes pour André, 10 minutes pour Raphaël. Raconter 5 mois d'horreur. On peut pas, en fait, mais c'est déjà une parole qui va faire une ouverture, parce que, comme vous avez dit, celui qui veut va trouver l'information très très vite parce qu'elle est disponible. C'est pas parce qu'elle passe pas dans les grands médias qu'elle n'est pas disponible. Maintenant, on a plusieurs canaux d'information. Ouais, je crois qu'on n'a plus d'excuses aujourd'hui. De pas savoir ce qui se passe. Exactement. On va devoir conclure l'entretien. J'aimerais juste terminer sur l'association Palmed et les besoins que vous avez. Comment on peut vous aider? Alors, bien sûr, à des dons financiers. Est-ce que vous avez besoin de ressources humaines, Il y a besoin de soutenir le dispositif qui existe là-bas. On a des soignants qui sont motivés pour travailler, qui ne sont pas payés, qui ont besoin de médicaments et qui ont surtout besoin, ils nous le demandent tous, de l'arrêt immédiat des bombardements, de la levée du blocus israélien qui contrôle toutes les entrées pour pouvoir soigner. Et puis pour les patients qui ne peuvent pas être soignés, effectivement, d'une aide à la sortie. Après, d'aider les organisations humanitaires, bien sûr. Faites des dons, ça aide à soutenir les centres de santé communautaires, ça aide à envoyer des médicaments qu'on achète en Égypte, bien entendu. Mais la première chose, c'est d'arrêter cette aberration, parce qu'ils sont des héros malgré eux, et ils aimeraient juste être en sécurité et en paix. Merci infiniment, docteur Pascal André. Merci infiniment, docteur Zouheir Lana. Voilà, soutenez l'organisation Palmed et soutenez toutes ces organisations qui viennent en aide aux Palestiniennes et aux Palestiniens.